Comme vous avez pu l'entendre, en effet, la conférence va être enregistrée puisque notre intervenant d'aujourd'hui, donc Xavier Terlet, qui dirige Protéine XTC, a gentiment accepté que le replay soit mis à disposition de tous suite à ce webinaire. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de faire un point avec Xavier Terlet sur son baromètre mondial de l'innovation 2021. 2021, c'est l'année après 2020 qui a été une année assez particulière. On a parlé beaucoup du consommateur en employant des mots tels que consommateur avisé, consommateur responsable. Et on a parlé des tendances de consommation aussi, en mettant en avant, pour les raisons qu'on connaît, le fait maison, le local. Ce qu'on a voulu faire à l'ANIA, c'est vous proposer son expertise pour bien comprendre quelles étaient les tendances et si finalement l'offre répondait à la demande du consommateur. Donc je le remercie. Merci beaucoup d'accepter de passer 7h30 avec nous. Je vous donne quelques infos un peu pratiques et après on va lui laisser la parole puisque c'est ça le plus important. Merci de couper vos micros évidemment. Vous avez la possibilité de lui adresser des questions, mais uniquement par écrit dans le chat. Et c'est moi et l'équipe de l'ANIA qui les lui poseront à la fin de sa présentation. C'est juste pour que ce soit plus fluide et plus facile. Si jamais on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, de toute façon, nous, on les garde, on vous adressera ces réponses ensuite. La présentation ne sera pas diffusée suite au webinaire. Par contre, vous recevrez le lien vers le replay, évidemment. Merci encore à tous d'être là. Xavier, merci à toi. Je te donne la parole pour ta présentation. Merci Françoise. Alors, bonjour à tous. J'ai vu les noms défiler des personnes qui sont là aujourd'hui, certains que je connais bien. Donc, en tout cas, bonjour à tous. Je suis ravi de parler de tendance et d'innovation avec vous aujourd'hui. Alors, un petit mot pour me présenter avant tout. Donc, je suis Xavier Terlet, je suis le directeur général du cabinet Protéine XTC. Qui résulte, pour ceux qui le savent, de la fusion de l'agence Protéine et du cabinet XTC que j'ai créé il y a une vingtaine d'années maintenant. Protéine XTC est un cabinet de conseil en stratégie, innovation et communication pour les entreprises de l'agroalimentaire et de la santé. On intervient en innovation, bien sûr, en conseil scientifique, en communication, influence et en prévention et gestion de crise pour donc les entreprises de l'alimentaire, de la filière alimentaire, de la fourchette comme on dit. Voilà. Donc Protéine XTC, c'est aussi différents outils et notamment un outil que beaucoup d'entre vous connaissent sans doute, c'est l'ancienne database XTC qui s'appelle maintenant Inspire, database Inspire qui recense l'ensemble de l'offre alimentaire mondiale, tout ce qui sort de nouveau dans le monde, dans tous les pays. C'est une des bases de données qui existent. Il n'y en a pas 36, il y en a 3 dans le monde. Vous les connaissez, on va les citer. C'est Mintel, GNPD, c'est Innova. C'est Inspire Database maintenant. Inspire Database a une particularité, c'est qu'elle s'adresse à des professionnels qui travaillent dans le développement produit, dans l'innovation, sur les sujets d'innovation. Et sa particularité est de décrire ce qui fait justement les caractères innovants des produits qui sortent sur les différents marchés. Alors, elle nous permet plein de choses pour nos clients, au-delà évidemment des prestations de veille que l'on fait pour eux, mais d'analyser également ce qui fait la dynamique des marchés, la dynamique des catégories selon les pays, et évidemment de benchmarker ce qui peut exister ailleurs, en ayant toujours ce regard, je dirais, analytique de ce qui peut se passer ailleurs. En alimentaire, la plus grande bêtise en innovation à faire serait de copier ce qui existe ailleurs en se disant ça marche ailleurs, ça va marcher chez nous. C'est vraiment une cause d'ailleurs d'échec de produits. Il faut savoir déjà que l'innovation alimentaire est un sport à risque puisqu'il n'y a pas un produit sur 2 qui passe le cap de la première année en linéaire. Donc c'est dangereux et la copie d'un produit existant à l'international est souvent cause d'erreur, tout simplement parce qu'en alimentation, et c'est sans doute le seul
catégorie de produits qui donne ça, c'est qu'il n'y a pas d'uniformisation par la mondialisation. Hein. Ça peut être vrai ça en cosmétique, en parfum, je sais pas, en l'univers du cinéma, de la technologie, l'informatique, etc. Pas en alimentaire. On a beau être voisin des Allemands ou des Anglais, on ne se fait pas plaisir avec le même pain. Ça sera toujours comme ça. Hein. Il y a des vraies différences culturelles qui font que, au contraire, aller benchmarker, aller regarder ce qui se passe ailleurs, peut être source d'innovation, mais en adaptant aux produits. Et à l'export, d'ailleurs, c'est un petit peu le même phénomène. Donc cette étude de baromètre mondial d'innovation qu'on sort chaque année depuis plus de 25 ans maintenant, 25-26 ans, la première édition c'était en 95, analyse le corpus justement mondial de l'innovation. Comment ce corpus évolue par rapport justement à la demande, et les demandes sont différentes selon les pays. Donc là, cette fois-ci, puisqu'on a 45 minutes, j'ai dû évidemment centrer sur la France, puisque l'ensemble des personnes qui sont présentes ici s'intéressent au marché français. Centré sur la France, et on ne peut pas parler, je le disais tout à l'heure, d'innovation et d'offre si on ne parle pas de demande. Hein. Une offre est par rapport à une demande. Donc on regardera rapidement des informations importantes, et on sait que le consommateur aujourd'hui évolue très vite, et notamment avec la crise Covid, on sera amené à en parler pas mal aujourd'hui. On regardera quels sont ce consommateur, ces nouvelles craintes, ces craintes qui sont fortes et émergentes en matière d'alimentation, c'est important. Et puis aujourd'hui, effectivement, notamment du fait du Covid, de l'offre, des changements liés au Covid, mais aussi par rapport à cette émergence d'un nouveau consommateur depuis quelques années, l'urgence d'adapter son offre, et après on échangera, et je répondrai volontiers à vos questions, et on pourra échanger facilement. Donc, on va s'attacher aux consommateurs rapidement, et pour cela, je me suis appuyé, et avec leur autorisation, sur des chiffres Kantar. Avec Kantar, on crée une étude de tous les 2 ans à l'occasion du CIAL. Vous savez que Protein XTC est le partenaire innovation des salons CIAL partout dans le monde. Et à l'occasion du CIAL Paris qui a lieu en année paire, on fait une étude sur 11 pays partout dans le monde. On pose les mêmes questions, c'est d'ailleurs la seule étude qui permet ça, qui pose les mêmes questions à tous les consommateurs du monde entier. On essaye de comprendre, et notamment de comprendre pour essayer de voir des variables selon les pays en termes de comportement. Donc les chiffres que je vais vous donner sont des chiffres de Kantar Food 360, une étude qui a été faite l'année dernière donc par Kantar. Quelques éléments. Le premier élément, je dirais, et c'est important de le signaler dès le départ, c'est qu'avant tout, l'alimentation est affaire de plaisir, et il y a une priorité de la part du consommateur donnée au plaisir. C'est important, je le dis, on parlait d'échec tout à l'heure. Dans les années 2000, on a oublié ça, on a pensé que la santé était plus important. Il y avait des études qui nous disaient le consommateur est attaché à la santé, et c'est la première revendication, c'est la santé. Ça a causé les échecs des alicaments, on va le dire. Hein. La première revendication d'un consommateur qui va chercher un produit alimentaire dans un magasin, c'est avant tout le plaisir. Mais évidemment, ce plaisir doit être garanti en termes de santé, en termes de praticité. On peut avoir le meilleur plat cuisiné du monde, si on n'arrive pas à ouvrir le produit, on n'aura pas le plaisir de le consommer. Garantie également en termes d'éthique, de citoyenneté. Et d'ailleurs, aujourd'hui, peut-être les erreurs, c'est un avis, mais les erreurs que l'on a vues dans le passé aller trop vers la santé, on est peut-être en train de voir aujourd'hui des erreurs, aller trop vers l'éthique, l'écologie, la citoyenneté aujourd'hui. Rappelons-nous que la première priorité du consommateur reste le plaisir, mais une consommation qui se veut plus raisonnable. Vous avez ici, rapidement pour expliquer ce slide-là, les chiffres que vous voyez, c'est l'étude Food 360 a lieu tous les 2 ans. On l'a fait pour la première année au CIAL 2014, voilà, 2016, 2018, 2020, ça montre un peu l'évolution. On a aujourd'hui, par rapport à ce plaisir, une nette baisse de l'insouciance déclarée du consommateur. Le consommateur, avant tout, c'est le plaisir, on l'a vu, c'est important, mais quand même avec une grande prudence, une prudence qui s'exprime de plus en plus. Alors, où est-ce il peut avoir des craintes, le consommateur? Eh ben, très clairement,
On a aujourd'hui une attente de consommation, évidemment, ça on le sait, vers une alimentation plus saine, mais ça veut dire quoi plus sain pour le consommateur? Qu'est-ce qu'il regarde en premier? On voit bien, là vous avez, pour lire les chiffres, la colonne France, et puis le total, c'est l'ensemble, c'est la moyenne mondiale, hein, et l'étude, dans sa globalité, montre évidemment tous les pays. Donc il y a une attente très clairement renforcée aux ingrédients, nouvelle relation, je dirais, du consommateur aux ingrédients qu'il s'attache à comprendre, à se méfier, etc. Donc les ingrédients, alors le sucre, le sel, les matières grasses, etc., les bénéfices des ingrédients, mais les ingrédients sont aujourd'hui le centre d'intérêt principal du consommateur. Alors, on parle aussi beaucoup d'environnement sur ce consommateur. Euh, un environnement, oui, mais parce que c'est encore une fois, je dirais, alors de manière peut-être un petit peu pas forcément politiquement correcte, hein. Le consommateur, c'est son plaisir avant tout, on l'a dit. Derrière, il y a des problématiques de santé, donc c'est lui aussi, hein. Mais puis derrière, après, il y a les problématiques de santé de la planète. La planète vient après tout ça, hein, c'est moi d'abord. Donc oui, l'environnement, mais l'environnement reste important, et notamment les problématiques d'environnement, le local prend la place la plus importante, hein. Les, mais le consommateur attache beaucoup d'importance à une origine locale des produits, qu'il ne faut pas confondre aussi avec une origine localisée. Je m'explique, si un consommateur est attiré par des produits, le produit est local parce qu'il le comprend mieux, il sait d'où ça vient, si c'est dans sa région, peut-être qu'il a même de la famille qui travaille dans l'entreprise en question, il sait où c'est, il passe en voiture, il connaît, il comprend. Alors qu'un produit qui serait fait à l'autre bout du monde, il ne sait pas d'où ça vient, comment c'est fait, etc. Il y a un manque de confiance. Donc le fait de local, c'est véritablement une garantie, je dirais, de confiance. En opposition à localiser, c'est de la confiance aussi, mais moi, si j'achète une mozzarella, je préfère qu'elle soit italienne que du nord de la France, par exemple. Voilà, donc le localisé est une confiance, notamment par rapport à un savoir-faire. Le local est une confiance par rapport à peut-être une notion éthique, citoyenne et peut-être écologique aussi par rapport à l'empreinte carbone qui serait réduite. Voilà, c'est deux notions qui sont différentes, qui parfois on a l'habitude peut-être de mélanger un peu. Donc le local a une dimension très importante. Et donc, on le sait, on le voit bien, on en parle beaucoup, les prises de conscience éthique qui est de plus en plus forte de la part du consommateur. Vous voyez les chiffres, on est parti de plus bas en France, mais on a atteint la moyenne mondiale avec une attente forte. C'était vraiment, les pays anglo-saxons étaient très en pointe là-dessus dans les années passées. Maintenant, on a atteint vraiment le niveau de ces pays-là en matière d'attente sur tout ce qui touche je dirais, à la citoyenneté, des innovations alimentaires qui respectent les travailleurs, les producteurs, le prix des produits, qui puissent suffisamment vivre, etc. Des choses que l'on connaît bien maintenant. Alors le nerf de la guerre, on le voit, et on en reparlera parce que je pense que les choses peuvent s'accélérer et peuvent s'accélérer dans le changement, c'est l'information. L'information aux consommateurs. On a aujourd'hui 8 consommateurs sur 10 qui affirment s'informer sur ce qu'ils mangent. C'est important, c'est en progression par rapport à ce qu'on a connu dans les années passées où on s'informait moins sur ce que l'on mangeait. Alors l'information comment? C'est une information prioritairement on-pack, derrière le bouche à oreille, et après la communication, notamment des producteurs et des industriels. La confiance, elle est relative quand même, mais il y a une confiance qui est réelle quand même, et quand même on peut s'en satisfaire malgré tout ce qu'on entend, et les peurs qui sont engendrées par les créateurs de peur, hein, qui vivent de ça.
aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on a quand même 3/4 des consommateurs en France qui ont plutôt confiance dans la qualité des produits qui sont à disposition. Voilà, c'est quand même important de le dire. On a trop souvent l'habitude d'entendre des choses qui nous disent que le consommateur est effrayé par rapport à ce qu'il mange. Voilà, c'est vrai qu'il y a une communication qui va peut-être un petit peu dans ce sens-là, mais la réalité est là. 3/4 des consommateurs en France ont plutôt confiance dans la qualité des produits proposés. Alors la confiance à qui? Alors intéressant de voir déjà sur une confiance aux agriculteurs, malgré encore une fois ce que l'on peut dire, les consommateurs ont noté les progrès sur la réduction des pesticides, sur les process plus durables, sur les efforts qui sont faits notamment sur le bien-être animal. Il y a une prise de conscience du consommateur à ce niveau-là. Il est lucide par rapport à tout ce qu'il peut entendre. C'est important de le dire. Et ce qui me paraît également intéressant, c'est quand on regarde la confiance acquis, eh bien, on se rend compte qu'il y a une baisse de la crédibilité, le niveau de confiance peut-être au niveau de la profession médicale. Ça peut paraître inquiétant, mais on le constate aussi par ailleurs, une baisse de la confiance en la science, par exemple. Hein, c'est nouveau. On le voit au niveau sociétal aujourd'hui, le Covid, etc. On peut avoir des doutes sur le fait scientifique. C'est nouveau, donc une baisse. Attention, je ne dis pas qu'on n'a pas confiance, mais il y a une baisse vis-à-vis de la profession médicale, et également des plus petits par rapport aux plus grands. Et ça, c'est nouveau, et c'est vraiment, à mon sens, un changement de paradigme. Euh, et on rejoint des pays, par exemple, comme la Chine, où la Chine, vous savez que nous, on aime bien, on a plutôt confiance habituellement aux petits producteurs par rapport aux grands industriels, la multinationale industrie alimentaire, etc. Voilà. Eh bien, aujourd'hui, c'est peut-être en train de changer. En Chine, par exemple, le Chinois a confiance dans la grande entreprise parce que la grande entreprise, elle est toujours très contrôlée. Et s'il y a des bêtises, je veux dire, les risques pour les dirigeants d'entreprise sont très importants. On le sait, hein, il y a eu des condamnations à mort. Et le petit, c'est tellement un territoire très immense que le petit est rarement contrôlé et puis le petit peut tricher. Eh bien, on est peut-être en train d'observer un phénomène de plus grande confiance auprès des distributeurs et des grandes entreprises. Peut-être que la technologie et l'industrie, et notamment par rapport au contrôle de l'industrie et des obligations qu'ont les grandes entreprises, eh ben peut-être que par rapport aux crises alimentaires qu'on a pu connaître, il y a peut-être un regain de confiance pour les grandes entreprises. Ça, c'est à noter. C'est peut-être un inversement de paradigme sur la confiance à l'entreprise. Alors, la confiance comment? Effectivement, bon, on l'a dit, hein, ce sont dans l'ordre, on va dire les ingrédients, leur origine, l'origine de fabrication du produit, les labels, l'apparence du produit, et puis en mineur, alors c'est un peu voilà, c'est peut-être un peu décevant, mais la marque en mineur, le prix, les infos on-pack, les applications et les scores les notes et les scores que l'on peut voir apparaître. Disons que c'est pas que les consommateurs n'ont pas confiance, mais disons que ce qu'ils regardent en premier, ce qu'ils accordent leur confiance, c'est davantage l'origine de fabrication, les labels et l'apparence. Voilà. Et puis, on remarque, et depuis quelques années maintenant, mais qui monte fortement, c'est un intérêt marqué et en progression euh, pour les produits moins transformés, donc à l'inverse, une méfiance vers les produits qu'on appelle ultra transformés. Hein, l'alimentation, les AUT, les aliments ultra transformés. Voilà, donc les listes d'ingrédients à rallonge qu'on ne comprend pas. Et c'est important de savoir que c'est obligatoire, hein, les ingrédients, les informations nutritionnelles, mais je rappelle toujours un chiffre que l'on connaît. Il n'y a pas un consommateur sur deux qui aujourd'hui associe glucides à sucre ou lipides à graisse. Donc pour vous dire que le niveau d'information et d'initiation alimentaire est relativement faible, et on lui parle souvent une langue qu'il ne comprend pas, le consommateur, quand les ingrédients, qui sait ce qu'est la gomme de xanthane, le E102, etc. Personne ne sait ce que c'est, donc on parle un langage qu'on ne comprend pas, que le consommateur ne comprend pas, et même pour les informations nutritionnelles, il n'est pas forcément capable de comprendre directement ça. Donc il y a un intérêt vers le produit que l'on comprend, c'est-à-dire avec le minimum d'ingrédients et des ingrédients accessibles.
Donc on l'a dit, importance, la confiance vers l'origine et le local, la proximité rassurante, hein, on l'a dit, local localisé, et le localisé, c'est preuve d'authenticité. Voilà, donc voilà pour très rapidement et trop rapidement sans doute, mais ça, je vous laisse aller voir éventuellement l'étude commercialisée par Kantar Food 360, qui est beaucoup plus évidemment complète, par catégorie, par pays, etc. Mais là, c'était les points qui m'ont semblé les points saillants à mettre en introduction d'une présentation de l'offre, d'évolution de l'offre, pour mieux comprendre cette évolution. Donc, l'offre, elle évolue et elle évolue, et notamment le Covid a été un élément accélérateur de cette évolution. Donc, ce que je vous propose de voir, c'est, et c'est là une analyse de notre part de quels sont les grands courants d'évolution de l'offre aujourd'hui et à venir. Hein, on est là pour innover demain. Donc, je ne vais pas vous regarder dans le rétroviseur. On va regarder les choses avec un regard prospectif de l'innovation alimentaire. Alors, cette grande catégorie je dirais, de faits tendanciels, si j'ose dire. Alors il n'y a pas d'ordre, hein, de 1 à 7, mais on aurait pu le prendre dans le désordre. Le retour du fait maison, la recherche du prix bas, les circuits sans contact, plus de simplicité, le goût du plaisir, l'emballage utile, et enfin sain et responsable. Alors, les nouvelles offres comme réponse aux différents besoins, on va parler d'abord du retour du fait maison. Voilà, oui, le fait maison était déjà. Alors, on est vraiment dans une accélération de tendance, hein, c'est pas d'hier le retour du fait maison. Le fait maison je dirais, est poussé par trois grands leviers au niveau du consommateur. Le fait maison, faire à la maison, cuisiner soi-même, bah déjà c'est une forme de plaisir, c'est valorisant et c'est valorisé. Hein. Oui, c'est toi qui l'as fait, waouh. Hein, c'est valorisé, c'est Top Chef à la maison, ça peut être une forme de plaisir. C'est aussi une forme de sécurité alimentaire. Hein. Donc, je fais moi-même mes lasagnes. Je ne vais pas rappeler des mauvais souvenirs, mais je connais la nature de la viande que je mets dedans. Hein. Donc, c'est sécurisant de faire à la maison. Et puis, normalement, faire à la maison, c'est moins cher. Donc, du plaisir, de la sécurité et des économies, c'est trois leviers très forts qui poussent le fait maison. Et on a eu le Covid l'année dernière, et qu'on a toujours, qui a contraint des consommateurs à préparer eux-mêmes le repas, 2 repas par jour, parfois pour 4 personnes, hein, quand tout le monde, il n'y avait pas d'école, il y avait le mari qui était là ou la femme qui était là, etc. Donc, là, ça devait moins une partie de plaisir, il fallait optimiser son temps, etc. Donc, ça a accéléré cette attente. Voilà, donc aujourd'hui, deux catégories pour faire simple. Il y en a d'autres, hein, mais j'ai fait forcément des sélections. C'est le faire soi-même pour tous et la manière d'optimiser ses plats parce que c'est une partie de plaisir et on veut bien faire. Donc, le do it yourself, ça donne quoi? C'est certaines. Alors, j'ai choisi des exemples relativement récents de produits qui sont révélateurs de quelque chose. Là, Danone qui fait des ferments lactiques pour faire des yaourts. Quand on fait ces yaourts maison, je me mets à la place de Danone. Si les consommateurs achètent des yaourtières Seb, c'est bien pour Seb, mais c'est pas forcément bien pour Danone. C'est une part de marché qui peuvent s'envoler. Donc, quand on s'appelle Danone et qu'on dit bah, y a des gens qui font des yaourts eux-mêmes à la maison, bah, je vais leur vendre des ferments pour faire leur yaourt à la maison. Voilà, c'est une manière de répondre à ce nouveau besoin et en gardant une part de marché, si j'ose dire, vers ces consommateurs qui font eux-mêmes leur yaourt. Des initiatives également intéressantes en matière de distribution. Ça, c'est une photo pour ceux qui le connaissent, du nouveau Monoprix à Montparnasse, donc Monoprix de groupe Casino à Montparnasse qui a des corners comme ça, qui présentent des recettes à faire soi-même à la maison et qui réunit tous les produits utiles à la recette, que ce soit des produits surgelés ou des produits frais. Donc les produits ont quitté leur rayon pour être dans le corner et c'est
une recette qui change chaque semaine, même je crois 2 fois par semaine, donc qui permet de faire facilement soi-même. Et c'est donc aussi une manière de garder pour le magasin, en l'occurrence, et peut-être aussi pour les industriels, de garder du chiffre d'affaires pour les consommateurs qui auraient peut-être été chercher les produits ailleurs. Et puis le faire à la maison, c'est aussi de rendre accessibles des produits qui sont difficiles pour certaines tendances. On va y revenir tout à l'heure. Là, c'est le produit que vous connaissez peut-être, Nurich, qui est un produit tout récent, développé par Fromagerie Bell, par le groupe Bell, pardon, aux États-Unis, au Canada, je crois, et qui va arriver chez nous. C'est des produits de substituts de fromage, et donc pour les végétariens ou pour les gens qui veulent faire la cuisine, qui veulent faire des pizzas ou des produits avec du fromage habituellement à l'intérieur, mais qui sont végétariens, ben aujourd'hui, on leur permet de faire la cuisine avec du fromage qui n'est pas du fromage. Voilà aussi une manière de répondre à cette tendance de faire à la maison, même pour des produits spécifiques et pour une cible spécifique. Donc, tout ce qui favorise le faire soi-même, et puis également le faire soi-même aujourd'hui, on a une tendance, c'est Top Chef, hein, comme je disais tout à l'heure, c'est de glamouriser les plats, d'optimiser les plats. Donc il y a toute une génération de produits aujourd'hui, de sauces ou de petites billes, ici comme c'est le cas, de petites bulles, etc., qui permettent d'apporter une touche personnelle, créative à l'alimentation que l'on peut faire à la maison pour sortir du basique et apporter un niveau qualitatif acceptable pour ses convives ou même pour sa famille. Et ça, c'est des marchés qui aujourd'hui se développent fortement. Alors, la recherche du prix bas, oui, l'accessibilité prix, le prix malin, et puis l'anti-gaspi. Alors, l'accessibilité prix, bon, je ne fais pas de dessin, mais la crise du Covid a amplifié ce phénomène-là. On est en France, on a des millions de foyers en France qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Toutes les associations caritatives type Resto du Cœur et autres cette année ont vu arriver une quantité impressionnante de nouveaux arrivants qui n'avaient jamais vu, euh, et de nouveaux arrivants dans ces associations qui se sont retrouvés en précarité, en grande précarité. Donc un nombre important de consommateurs qui, le 10 ou le 15 du mois, ont du mal à remplir le caddie, à remplir le panier de courses. C'est un fait. C'est comme ça, évidemment on le regrette, mais il faut tenir compte de ça, notamment quand on propose des produits. On nous a dit l'année dernière, en pleine période Covid, qu'il fallait favoriser évidemment les produits français. Bah, évidemment, il faut faire travailler les producteurs français, les fruits et les légumes français, par exemple cet été, on s'en souvient, il y avait des injonctions carrément du gouvernement, et ça peut paraître normal, mais c'est vrai que quand on voyait des tomates, par exemple, ou des fraises, si on prend les fraises, le cas des fraises, à deux fois ou des différentiels de prix, deux fois le prix des fraises françaises, deux fois plus cher que les fraises espagnoles, par exemple, ou les tomates françaises parfois trois fois plus chères que les tomates marocaines. Eh bien, simplement mettons-nous à la place de la personne qui est vraiment en précarité subie importante. Eh bien, bon, elle ne se pose pas la question, elle va vers les moins chers. Donc, c'est important de voir ça. Et aujourd'hui, on voit le magasin Action, l'enseigne Action, hein, qui joue sur le prix, a eu énormément d'ouverture de magasins. Ça se développe considérablement. Le prix reste là. Le consommateur regarde d'abord le prix. Hein, il a un prix quand il va dans un supermarché, et il est capable de payer plus cher si le bénéfice est là. Donc il y a une véritable importance du bénéfice par rapport au prix. On n'est plus dans un rapport qualité-prix. La qualité, elle est due. En revanche, le bénéfice, on peut se faire plaisir avec du chocolat à la fleur de sel de Guérande, et puis pour d'autres produits, rester sur les basiques. Hein, voilà, donc c'est toujours un rapport de bénéfice-prix et non pas de qualité-prix. Donc le prix est un élément éminemment important. Là, j'ai mis également en exemple l'opération intéressante de Leclerc, que Leclerc fait au niveau des 21 repas à 21 €. C'est une manière aussi de répondre à ces nouveaux précarisés, si j'ose dire, qui sont importants et auxquels il est important d'apporter une offre. Alors, quelle offre?
L'offre, ça peut être le discount, le produit, vous savez, en bas du rayon, le produit moche, hein, le produit premier prix. Mais on peut aussi positiver ça. Il n'y a pas forcément que les produits pour pauvres. On peut être aussi être malin. Ça peut être le prix malin. Il y a des choses qui permettent de valoriser le discount. Valoriser le discount. Je prends l'exemple d'une marque distributeur suisse Coop, les magasins Coop en Suisse, le plan B, voilà, qui s'adresse notamment à des gens plutôt jeunes, avec des produits qui leur sont destinés, des gens plutôt jeunes, des jeunes couples ou des jeunes célibataires, mais tout le monde peut acheter ces produits, ça s'appelle plan B. Et le plan B, tout simplement, bah, c'est malin, c'est comme le prix malin là, de petit prix, maxi plaisir, soyez malin, il est inutile, comme disait une célèbre marque de chaussures, il est inutile de dépenser plus, hein, le basique suffit. Il y a aujourd'hui beaucoup de place pour des prix accessibles en prix et qui ne soient pas forcément négativés, je veux dire, en termes d'apparence discount. Et puis, il y a l'anti-gaspi. C'est une vraie attente. Aujourd'hui, on en parle souvent comme d'une attente écologique. C'est avant tout une attente économique de la part du consommateur. Le consommateur, le produit même le moins cher du marché, s'il en jette la moitié, le produit sera 2 fois trop cher. C'est évident. On sait qu'il y a un tiers de la nourriture dans le monde qui produite dans le monde qui n'est pas consommée, qui est jetée, c'est considérable. La source de ce gaspillage, elle est au niveau de la production, évidemment, au niveau de la distribution, au niveau de la transformation chez les industriels. Il y a une part de déchets, évidemment, mais elle est en grande partie chez le consommateur. Et pour lui, le consommateur, c'est un crève-cœur que de gaspiller des produits. Et on doit donc l'aider à moins gaspiller. Et donc, c'est une source d'innovation que d'aider le consommateur à moins gaspiller. Là, un produit Charal que j'aime beaucoup, parce qu'en plus, Protéine XTC à l'époque, on avait travaillé avec Charal et on avait été un peu travaillé, pas dire à l'origine du produit, mais enfin, on y avait contribué. C'est l'idée de se rendre compte, notamment quand tous les parents qui nous écoutent comprendront, quand on a un enfant qui aime le steak haché, par exemple, eh bien, on lui fait un steak haché, c'était la dose, c'est 100 grammes. L'enfant, on met de la purée ou on met des pâtes et il met du ketchup, etc. S'il mange pas tout, de toute façon, c'est irrécupérable tellement l'assiette est peu présentable. Donc on met tout ça à la poubelle avec un petit, voilà. Et pourquoi pas proposer des doses adaptées, des doses plus réduites. Alors là, elle s'appelle petite portion. Avant, elle s'appelait petit appétit. Mais voilà, une dose adaptée à la consommation qui permet de moins gaspiller. Ça peut être aussi des manières comme Saint-Morel a fait dans son produit qu'on connaît bien, un tartinable qu'on connaît bien, avec un vrai discours d'optimisation du produit en expliquant que le produit peut être consommé un peu après et que c'est pas très grave, c'est pas grave du tout, il perd pas son goût juste après la date de péremption. Et puis en matière d'offres produits, ce que fait Carrefour en test actuellement dans les supermarchés, certains supermarchés Carrefour, c'est des produits du rayon fruits et légumes qui commencent à être un peu moins jolis en rayon, et bien qui sont rassemblés dans des packs, on les propose à 1,50 € le kilo, hein, en pack de 2 kilos. Ça fait 3 € les 2 kilos de produits qui peuvent faire très facilement une soupe ou des produits, etc. Donc voilà une manière innovante d'apporter du bénéfice, donc d'innover vers le consommateur en matière de prix bas. Alors, troisième catégorie d'intérêt tendanciel, c'est évidemment les circuits sans contact qui se sont considérablement accélérés avec la crise l'année dernière, puisque là aussi, de manière contrainte, le consommateur ne pouvait pas aller faire ses courses, il n'avait pas le droit de sortir, il y avait une queue dans le magasin, c'est compliqué, et puis surtout, les consommateurs avaient peur d'être contaminés, de voir trop de personnes, etc. Donc, il y a eu un nombre très important de nouveaux arrivants en e-commerce qui ont fait pour la première fois leurs courses sur clavier. D'ailleurs, et notamment des seniors, étonnamment non, les seniors ont essayé beaucoup pour la première fois les courses en ligne et puis ils ont pris goût parce que
ne pas avoir à remonter ses courses, les packs d'eau minérale et autres, etc. Donc, voilà, c'est intéressant. Et puis, quand on sait le faire. Donc, il y a eu aussi, on l'a vu, les études l'ont montré, des expériences clients qui n'ont pas forcément été très bonnes. C'est pas si simple que ça de faire ses courses sur clavier. On n'a pas forcément déjà toute l'information. Et puis voilà. Donc, en tout cas, il y a eu des analyses qui ont été faites qui vont dans le sens d'une meilleure expérience client en e-commerce. Donc, euh, on voit se développer notamment l'évolution du commerce en ligne, hein, qui s'oriente. Il y a des abonnements premium, hein, qui incitent le consommateur à aller toujours chez le même acteur avec des abonnements hebdomadaires, hein, qui livrent des produits de base. Voilà, c'est des choses que l'on voit apparaître. Des circuits engagés, ça c'est nouveau, enfin nouveau. Ça s'est accéléré aussi de l'année dernière avec des produits directs de producteurs, hein, directs de fermiers, avec des drives fermiers, des produits bio, etc. Donc direct du producteur au consommateur, donc en sans contact toujours. Également qui se développe sans contact, mais on est plus dans une idée ici de praticité. C'est ce qu'on appelle les magasins containers qui arrivent, alors qu'on a vu en Europe du Nord, on a vu également en Asie, et qui commencent à arriver doucement chez nous. Là, par exemple, il y a le Auchan, là, c'est en Chine. C'est des containers dans lesquels il y a une offre limitée, mais accessible 24/24, 7 jours sur 7. Là, vous avez le container de Monop en face de Monoprix. Alors celui-là, il est en test, il est dans la cour du siège de Monoprix pour ceux qui reconnaissent l'endroit. Donc il y a un assortiment relativement court et on y va. Donc voilà, ça peut être une forme de commerce qui peut aujourd'hui se développer avec une attente de produits de première nécessité. Et puis, le développement du e-commerce commence à peut-être exiger, où on voit arriver des changements, enfin des stratégies différentes de certains industriels, parce que voilà, le consommateur n'a pas la même attitude lorsqu'il est dans un rayon d'un magasin ultra encombré, hein, où je rappelle, alors c'est les moyennes, c'est pas nous qui avons fait l'étude, les moyennes, c'est les chiffres existants, c'est qu'un consommateur qui va dans un rayon en particulier, il doit acheter des biscottes, il met à peu près 11 secondes pour choisir son paquet de biscottes. Donc en 11 secondes, il faut séduire, être meilleur que le concurrent, etc. C'est compliqué. Mais le consommateur n'a pas du tout le même regard et la même attitude lorsqu'il est assis dans son canapé avec son portable, son PC sur les genoux et qui fait ses courses. Donc on voit des produits qui changent l'apparence du produit, alors de manière fictive pour le e-commerce. Vous voyez par exemple l'exemple de Matine, là où on voit que c'est par 6, l'information immédiate la plus importante qui apparaît en gros. On voit le sans OGM aussi qui est en gros, etc. Vous voyez des informations qui apparaissent, qui sont destinées au e-commerce. La même chose avec le produit anglais là-haut, voilà, où les informations essentielles, importantes, apparaissent. Et puis également, ce dont il faut tenir compte, c'est que certaines informations qui d'habitude, quand on est en magasin, sont complètement contrôlées, c'est ce unpack, donc contrôlé par l'industriel. De plus en plus, certaines informations échappent à l'industriel, puisque par exemple le distributeur peut apporter des informations sur le produit qui jugent utiles, notamment le Nutri-Score par exemple. Voilà, le Nutri-Score, certains distributeurs mettent le Nutri-Score en e-commerce, même si l'industriel ne donne pas sur son pack le Nutri-Score. Donc on voit que son produit ces céréales, elles peuvent être un Nutri-Score D, alors que le concurrent peut être en B par exemple ou en C. Voilà, c'est des informations qui petit à petit commencent, on y reviendra tout à l'heure, à échapper à l'industriel. L'information donnée directement au consommateur. Alors, l'autre information aussi à avoir, et je ferai un petit laïus, c'est la blockchain, l'e-information, si j'ose dire. Et ça me semble être pour moi un des phénomènes ou je dirais pas signaux faibles, c'est pas si faible que ça, mais émergent, qui risque c'est peut-être la prochaine révolution alimentaire qui sera une révolution de l'information. Je m'explique. Aujourd'hui, là, j'ai pris l'exemple que vous connaissez, hein, puisqu'il a quelques années déjà, du poulet blockchain de Carrefour. Carrefour a été le premier à faire ça. Il y en a eu d'autres depuis, Casino et autres. Aujourd'hui, c'est quoi le poulet blockchain? C'est que on a suivi à la trace du début, hein, notamment de l'incubation de l'œuf, parce qu'avant d'être un beau poulet fermier, ça a été un œuf.
On sait d'où ça vient, quel couvrit, le couvoir, pardon, le départ du couvoir, on a la date, on a même les factures, hein, ça a été vendu à un autre, on a tout, c'est la blockchain, c'est bon, on sait ce que c'est, mais pour faire simple, c'est des blocs d'informations qui sont chaînés les uns aux autres. Donc on a les informations au niveau de l'incubation, on a les informations après le poussin, ben, il a été élevé, il a été nourri, il a été soigné, on a peut-être des soins, peut-être pourquoi pas des antibiotiques, autre chose, j'en sais rien. Il a été élevé. Est-ce qu'il a été, comment il a été traité? Après, comment il a été nourri ce poussin et ce poulet? Après, bon, il a grandi. Comment il a été abattu? Dans quelles conditions? Où? Est-ce qu'il a été transporté d'un endroit à un autre et comment, etc. Après, ça a été livré au magasin. Quel stockage? Quelle plateforme? Et jusqu'au magasin. Voilà. Donc on a, et puis après sur le produit, ben, on a un petit QR code qui nous permet d'avoir un certain nombre d'informations. Alors pour le poulet blockchain de Carrefour, les informations étaient limitées, mais les choses avancent. Voilà un autre exemple australien qui est de poulet, de produits à base de viande de bœuf. Voilà, le territoire australien est immense, hein, et là on a toutes les informations. Évidemment, des informations qui sont chaînées, on le disait tout à l'heure, sur l'alimentation de l'animal, sur comment il a été nourri, comment il a été soigné, etc. Mais même avec les objets connectés, les camions, combien de kilomètres ils ont fait, etc., dans quelles conditions, de température, etc., etc. On sait tout ça, on suit tout ça, et on a toutes ces informations. Ces informations, aujourd'hui, ça existe, c'est fait. Ces informations, demain, elles seront à la disposition du consommateur facilement. C'est possible encore aujourd'hui. Ça va s'accélérer très très vite. Ça me semble un élément éminemment important pour dire qu'aujourd'hui, nous sommes encore dans une forme de marketing de la promesse. Mon produit, il respecte le bien-être animal parce qu'il a été bien nourri, voilà, etc. Ça, c'est de la promesse. Demain, il y aura de la preuve. Passera à un marketing de la preuve. Il ne suffira pas de le dire parce que d'autres le diront pour nous et diront avec des éléments de preuve. Et donc ça, à mon avis, c'est un des éléments qui changeront ces éléments qui changeront le plus peut-être la manière de s'adresser aux consommateurs, en tout cas en termes de réassurance pour le consommateur. Voilà, donc un consommateur, on le disait tout à l'heure, qui ne comprend pas forcément tout ce qu'on lui dit tout ce qu'on lui dit sur le pack ou en communication sur les produits, donc qui a besoin de comprendre. Et c'est tout bête, mais on comprend plus facilement les choses simples. Donc, il faut simplifier le discours que l'on a et notamment simplifier les ingrédients. Donc, il y a plusieurs manières de simplifier. Il y a la composition minimaliste. On simplifie les ingrédients, on en met moins. Hein, on parlait d'ultra transformation tout à l'heure et le consommateur qui est très méfiant vis-à-vis des produits ultra transformés, qui ne comprend pas et des ingrédients et des listes d'ingrédients rallongent. Eh bien, les compositions minimalistes, la mode est connue. Alors, on avait eu nous, l'occasion d'être à l'origine, là encore une fois une petite pub pour Protéines XTC, hein, l'origine de la gamme L'Essentiel quand on avait travaillé avec Intermarché à l'époque sur des yaourts. Les premiers c'était des yaourts, en réduisant, les ingrédients étaient réduits, on disait simplement voilà, il y a du lait, des fruits, du sucre. Et c'est tout, en signant et c'est tout. Et puis ce marketing du et c'est tout est assez développé. Là, un nouveau produit Knorr, hein, c'est intéressant de voir que les ingrédients qui étaient cachés en tout petit au dos du produit, eh bien maintenant deviennent la valeur ajoutée produit, simplement parce que c'est simple et s'affiche sur le pack avant du produit. Voilà, donc on voit Knorr, mais il y a une multitude de produits maintenant qui jouent cette carte-là. Alors quand Essentiel a été sur le marché, elle n'avait rien inventé puisque le premier produit qu'on avait pu voir de ce côté-là, c'était Häagen-Dazs qui avait lancé sa gamme, certains connaissent la gamme 5 aux États-Unis, 5 comme 5, parce que 5 ingrédients seulement, et les affichait sur le produit. Donc ça, cette idée valorisante aujourd'hui pour le produit, une forme d'innovation, de réduire le nombre d'ingrédients et de l'afficher pour le consommateur qui est rassuré sur à la fois la qualité, à la fois le nombre d'ingrédients et la qualité des ingrédients. Et puis, la simplicité, c'est aussi des produits simples. J'ai ici illustré avec des vieux produits. Alors, c'est peut-être paradoxal pour un webinaire sur l'innovation,
sur des vieux produits, parce que Picard est le roi de ça en termes de distribution, de proposer aux consommateurs des produits-services. Quand on fait soi-même, eh ben c'est compliqué. Je rappelle que le consommateur, quand il fait son dîner le soir, il a entre 10 et 20 minutes pour le faire. Mais il a d'autres choses à faire, hein. Il fait du sport, il fait la lecture, il regarde la télé, il a envie de faire d'autres choses, et pas forcément passer une heure dans la cuisine comme on pouvait le faire dans au siècle dernier. Eh bien, il faut l'aider. Il faut l'aider à faire lui-même. Aide-moi à bien faire. Et c'est vrai que Picard, si on veut faire de la soupe au potiron, par exemple, la soupe au potiron, chacun a sa recette, hein, c'est pas forcément difficile à faire. Ce qui est difficile, c'est d'aller chercher au rayon première gamme un potiron avec un couteau qui coupe bien, parce que la peau du potiron c'est dur, on risque de se couper, c'est compliqué, etc. Et c'est pas là où est le plaisir. Le plaisir, il est dans la recette que l'on fait. Donc proposer des cubes de potiron pour aller plus vite, eh ben c'est un vrai service qu'on rend aux consommateurs et c'est une vraie innovation. Même chose pour les billes de melon. Voilà. Si vous voulez faire des billes de melon ou si vous voulez faire des soupes au potiron, il n'y a pas beaucoup de distributeurs aujourd'hui qui vous proposent ça. Les cubes de potiron, ça commence à venir, mais les billes de melon, c'est toujours Picard. Le taux de marge est quand même relativement intéressant pour le distributeur en question. Donc là, il y a une vraie attente du consommateur qui veut faire lui-même à la maison facilement, simplement, avec des produits qui l'aident justement à bien faire. Alors, on va parler plaisir parce que je disais tout à l'heure que c'était la première revendication de notre consommateur, c'était le plaisir, et c'est important. Alors quel plaisir? Aujourd'hui, c'est le plaisir du goût. Vraiment, on revient vers des goûts puissants. Regardez, j'aurais pu mettre l'exemple aussi de la viande, hein, le plaisir de la viande pour ceux qui aiment la viande, c'est notamment la viande maturée, hein, des viandes maturées, une entrecôte qui peut avoir 2, 3 semaines. Elle a du goût. Elle a un goût, c'est ça qui fait sa différence. Et ben cette intensité de goût, on le retrouve partout en termes parce que le consommateur, c'est aujourd'hui ce qu'il recherche. Les choses peuvent évoluer. En tout cas, il y a une vraie attirance pour plus de goût. C'est ce qui développe le marché de la bière, hein, les bières IPA, hein, qui ont un goût un peu plus prononcé. Et puis ce mot intense qu'on retrouve partout en alimentaire, hein, goût intense avec des cordons bleus, avec fumée au bois de hêtre, avec un emmental puissant, même Philadelphia, hein, qui nous fait une référence intense avec voilà, goût intense, fromage intense, on a des yaourts au chocolat intense, enfin voilà, c'est intensité de goût qui aujourd'hui est très tendance, comme on dit. Et puis rappeler en termes de plaisir que, bon, on parle de santé, hein, on parle d'écologie, on parle de tout ça, mais j'ai simplement, moi, pris le classement de Nielsen l'année dernière des meilleures innovations, des plus gros volumes, des plus gros succès d'innovants de l'année dernière. Voilà. Bon, voilà, il y a pas de discussion. La première, c'est Kinder Cards. Alors, Kinders a la première place en matière d'innovation. C'est les chiffres Nielsen, hein, ça c'est pas moi qui l'invente. Première place en innovation depuis pas mal de temps. Et chaque année, il balance un nouveau produit qui a énormément de succès. Donc Kinder Cards a été la meilleure innovation l'année dernière, plus gros volume, plus gros business. En deuxième position, c'est Extrême, la nouvelle gamme d'Extrême de Nestlé, hein, le chocolat défendu. Vous voyez que là, on ne parle pas de santé, pas d'écologie, on est dans le pur plaisir là aussi. Et puis enfin, les gammes, le café de Nestlé, Starbucks, la ligne Starbucks. Donc vous voyez que là, pour relativiser un petit peu à l'heure où on nous rebat les oreilles avec la santé, avec l'écologie, qui est éminemment important. Ce sont aujourd'hui des garanties exigées par le consommateur, mais pour rappeler quand même que le plaisir est sa première revendication. Et en période de Covid telle qu'on a connue l'année dernière, ces petites compensations, c'est pour ça comfort time, hein, petite compensation, ces produits confortables au sens anglo-saxon du terme, si j'ose dire, ces produits qui font du bien parce que on est en période de crise d'angoisse, hein, puisque la crise Covid est angoissante, une crise aussi sur l'avenir parce qu'on ne sait pas, c'est une crise sanitaire qui est doublée d'une crise économique, donc on est inquiet sur l'avenir. Eh bien, on n'a pas beaucoup de sources de plaisir, surtout lorsqu'on est confiné, les restaurants fermés, les cinémas fermés, etc. L'alimentation, même en temps normal, est souvent un des rares vecteurs de petits plaisirs qu'on peut s'offrir en cours de journée, et qui plus est en période de crise comme on est en train de connaître.
Donc oui, oui, il y a une vraie place pour l'innovation plaisir aujourd'hui pour le consommateur qui en a terriblement besoin. L'emballage, oui, l'emballage, bah là aussi, la crise Covid a accéléré un certain nombre de choses et même inversé certaines choses. On était même en 2019, hein, dans la presse, on voyait beaucoup ça. On nous parlait de zéro emballage. Allons vers le zéro emballage, le vrac, etc. Le zéro emballage. Eh bien, la crise Covid a tué un peu ce fantasme du zéro emballage pour aller vers l'emballage utile ou ce que j'appelle l'emballage juste. Donc, parce qu'il y a évidemment, cette crise, elle a eu des craintes, notamment par rapport à la contamination des produits hein, qu'on pouvait avoir. Quand on faisait ses courses, jusqu'à présent, ben, on allait au rayon fruits et légumes, on palpait les fruits, savoir si c'était bien mûr, les tomates, etc. Eh bien maintenant on se méfie, maintenant on ne peut plus faire comme ça, on peut plus faire comme ça. Donc on a redécouvert l'intérêt du plastique aussi par rapport à l'intérêt de l'emballage, notamment en matière de protection et en matière de préhension et de conservation. Donc des tas de choses qui sont en cours en termes d'innovation, notamment, alors c'est pas de l'alimentaire, hein, mais c'est des, des emballages alimentaires, vous savez, des films plastiques pour conserver les produits. Aujourd'hui, eh ben, Albal s'est aussi lancé dans un emballage à la cire d'abeille, hein, qui est moins de plastique, mais c'est quand même un emballage. Des produits comme des sprays comestibles qui protègent les produits, notamment de l'oxydation des produits, etc. Des choses qui sont en train d'arriver sur les différents marchés. C'est aussi évidemment, je vais aller vite sur les choses qu'on connaît, l'utilisation de produits de plastique recyclés et recyclables, donc on en voit de plus en plus. Et puis également, c'est surtout là où il y a beaucoup d'innovation et peut-être encore une attente d'innovation, c'est la réduction et l'optimisation des emballages, réduction de la matière, de plastique et de carton. Vous voyez, des chewing-gums sans plastique, sans emballage plastique, uniquement en carton ou le pack de jambon Fleury Michon qui affiche moins de 60% de réduction de plastique dans son nouvel emballage, où il y a également, j'en ai pas mis là, mais j'aurais pu le mettre, des produits pour la viande, pour le poisson, pour la charcuterie, des skin packs, le skin pack avec une cartonnette qui permet de réduire considérablement la part de carton de 50 à 70%. Voilà, donc il y a aujourd'hui une réelle parce qu'il y a une attente du consommateur à ce niveau-là. Les verbatims, nous, souvent qu'on entend d'ailleurs en table ronde quand on travaille avec des consommateurs sur des produits, c'est quand je rentre de faire mes courses, je jette une poubelle de suremballage et je viens de les acheter. Donc il y a une vraie frustration à ce niveau-là, un insight comme les gens du marketing. C'est je viens d'acheter des produits, m'ont coûté cher et je jette une poubelle entière de suremballage. Tout ce qui peut réduire le suremballage, aussi bien en termes de gaspillage, mais même le gaspillage en termes économiques, comme on me disait tout à l'heure, et pas forcément seulement écologique, est intéressant pour le consommateur. Et puis le vrac. Alors le vrac qui était, très, très en vogue jusqu'en 2019, on parlait de zéro emballage. Regardez le vrac, effectivement, c'est la mort de l'emballage, c'est la mort de la marque. Eh ben non. Moi, je dirais peut-être que même que le vrac que la marque est sans doute l'avenir du vrac. J'en suis même convaincu. Puisque eh bien, il y a eu un coup d'arrêt du vrac lors du premier confinement, puisque effectivement la peur de la contamination, manque d'hygiène peut-être, et il y a eu, vous l'avez sans doute vu, des magasins où le rayon vrac était supprimé, il n'y en avait plus, c'était bâché, on ne pouvait pas y avoir accès, parce qu'il y a des craintes. Les craintes du vrac aujourd'hui, elles se situent à plusieurs niveaux. Elles sont les freins au niveau du vrac, c'est l'absence d'information, le fait qu'on ne retrouve pas sa marque qu'on a l'habitude d'avoir, hein, on ne sait pas quelle est la marque du produit, d'où il vient, la contamination, l'hygiène et également le prix, parce qu'étonnamment, les produits vrac n'étaient pas moins chers alors qu'ils devraient l'être, enfin en tout cas pour le consommateur qui considère que s'il n'y a pas d'emballage, s'il n'y a rien du tout, ça doit être moins cher et ce n'était pas suffisamment peu cher pour le consommateur. Ça, c'était les freins du vrac. La crise Covid a accéléré cette crainte, notamment en termes de contamination. D'où l'arrivée et aujourd'hui l'arrivée des marques et des systèmes de distribution qui peuvent être intéressants. Vous avez notamment des systèmes de distribution nouveaux de vrac qui sont testés, de vrac connectés, hein, où on a moins à toucher les produits.
On a notamment seulement testé chez Franprix du groupe Casino des vracs connectés avec des marques également. Voilà, vous voyez ici des photos de Kellogg's qui testent des meubles vrac à sa marque, c'est-à-dire qu'on retrouve la marque préférée, on la retrouve, c'est du Kellogg's, on en est sûr, et c'est en vrac. De la même manière, Nestlé qui teste, là c'est en Suisse, le café, le Nescafé, qu'on peut avoir en vrac également. Knorr qui met en vrac avec des recettes de cuisine, des systèmes de cubes, etc. Aujourd'hui, on voit les marques arriver sur le vrac qui proposent et même là encore une fois, c'est Franprix qui teste toutes les marques en vrac, les grandes marques en vrac. On achète les produits Panzani, on achète les produits Lustucru, etc. Et c'est en vrac. Donc je pense que justement pour répondre aux attentes du consommateur à la fois d'hygiène, donc avec des services de distribution qui soient plus, disons, plus sécurisants que ce qu'on a l'habitude de voir, les grands silos qu'on a notamment dans les circuits de distribution bio, qui sont plus sécurisants, et puis surtout le discours de la marque qui peut continuer à avoir son propre discours. Donc je crois que de fait, la marque peut répondre aux craintes du consommateur sur le vrac, et c'est à mon avis un des vecteurs de développement du vrac reste la marque. Alors dernière grande partie, c'est évidemment le cœur nucléaire, si j'ose dire, aujourd'hui de l'innovation alimentaire, ce qui est le côté sain et responsable. C'est important. Je dirais, tiens, un chiffre, je n'ai pas pas cité les chiffres ici du panorama mondial de l'innovation, j'ai cité simplement celui-là, qui est très révélateur. Pour la première fois en 2020, au niveau mondial, l'éthique, alors l'éthique c'est l'écologie, c'est la citoyenneté, c'est toute cette éthique alimentaire est devenue le troisième axe d'innovation derrière le plaisir et la santé, et devant ce que nous on appelle la forme et la praticité. Hein, donc c'est l'éthique qui était marginale encore il y a quelques années, avec à peine même pas 0,5% de l'innovation alimentaire mondiale, de ce qui était voilà en termes de première promesse. Aujourd'hui, on était à 4,5 l'année dernière au niveau mondial en 2019, et en 2020 on est à 7,5 environ. Donc on a plus 50% quasiment. Donc il y a une explosion de l'innovation, je dirais, responsable partout dans le monde. Alors évidemment, surtout dans les pays anglo-saxons et en Europe. Alors, on va parler de sain et responsable, c'est le bio. Le bio, c'est aujourd'hui, je vais citer les chiffres de l'agence bio, ou de l'ANIA, je crois que c'est 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est énorme, c'est plus, ça a été pendant des années plus 15% d'évolution par an. Considérable. Le bio qui était réservé à une cible aisée et regardante sur ses considérations justement écologiques, aujourd'hui c'est démocratisé grâce à la grande distribution, parce que la grande distribution a élargi l'offre bio et l'a rendu visible, puisque a créé des marques bio. Les premiers à le faire, je crois que c'est Casino, et après Carrefour et d'autres, tout le monde s'y est mis très rapidement, et avec des gammes dans tous les rayons, gamme bio dans tous les rayons. Donc ça a permis de rendre accessible à ceux qui fréquentaient ces magasins-là le bio. Les marques qui sont venues sur le tard, les grandes marques, même Danone, il est venu sur le tard. Danone disait il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, il n'y aura pas de Danone bio parce qu'il n'y a pas un bon et un mauvais Danone. Bon, après, l'évolution du marché a fait qu'ils ont revu leur copie, évidemment, et Danone existe en bio, comme toutes les grandes marques existent en bio. Alors, maintenant, le bio, on peut être bio, mais on peut être bio on peut avoir du porc bio parce que l'élevage bio respecte les conditions du bio, hein, c'est une obligation de moyens le bio, mais peut-être que le porc bio qui a été acheté dans un pays européen pour venir sur le lieu d'abattage, par exemple, a été transporté dans des conditions terribles, et donc pas de bien-être animal, etc. Et puis, comme ça peut être acheté à l'étranger, on avait vu des produits
des produits bio de grandes marques qui, je vais citer Mousseline de Nestlé par exemple, qui est arrivé bio, quand ils sont arrivés, mais ils ne pouvaient pas être de pommes de terre françaises parce qu'il n'y avait pas suffisamment de volume. Donc voilà. Donc en tout cas aujourd'hui, on va vers ce qu'on appelle nous le bio augmenté. C'est du bio, mais parce que le consommateur qui va vers le bio, il est aussi attaché à d'autres valeurs que le bio. Que le label bio, ça va être le bien-être animal, ça va être la bonne rémunération des producteurs, par exemple, des tas de choses qui sont aussi importantes pour lui. Donc la tendance aujourd'hui, c'est d'aller vers ce bio augmenté, comme ce que l'on voit aujourd'hui ici. Je prendrai l'exemple de Danone qui avait son bio, sa gamme bio, mais maintenant il fait du bio local. Bon, alors après, on peut se poser la question de la stratégie de Danone en faisant du bio local par rapport aux deux vaches qui font partie du même groupe, mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais en tout cas, on va vers ça. Comme on a du bio, du Herta qui fait du bio sans nitrite, où on a Maggi qui fait des bouillons cubes bio dont l'emballage est en papier recyclable. Vous voyez tous ces éléments qui sont aussi séduisants et importants pour les consommateurs de bio. Et puis même également, on a pris l'exemple ici de Dossi qui va vers le bio, bio engagé. Donc quand on achète ce produit, on aide aussi la filière à aller vers le développement, vers le bio. Voilà. Donc oui, le bio, aujourd'hui la tendance du bio, comme il y a de plus en plus de consommateurs qui sont intéressés par le bio, c'est important. On disait 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est important en volume. Eh bien, la manière de réagir des distributeurs spécialisés, c'est d'aller véritablement dans le spécialisé, dans le très augmenté, mais les grandes marques vont très très vite également, puisqu'on le voit ici, vont également vers le bio augmenté avec une offre qui n'est pas seulement bio. Le végétal, important le végétal. Alors, je rappellerai quand même quelques chiffres en termes de consommation. Les véganes en France, 0,7% de la population. On n'est pas à 0,5% près, hein, donc c'est pas grand-chose. Les végétariens, on va dire 3%. Là non plus, on n'est pas à 1% près. On va pas se battre sur les chiffres, mais enfin, c'est pas grand-chose non plus. Mais certains appellent les flexitariens, c'est-à-dire le consommateur qui privilégie le végétal, qui augmente sa part de végétal et en achetant moins de viande, moins de poisson, enfin moins d'origine animale. Mais quand il achète de l'origine animale, c'est mieux, hein, donc moins mais mieux. Mais voilà. Donc le vegan ou le végétarien, je les classerais peut-être dans avec une revendication un peu plus militante, si j'ose dire, avec beaucoup de guillemets, hein, mais militante. Ce qui est important, c'est que ça soit vegan ou végétarien. Le flexitarien, c'est le plaisir qui le motive. Donc, vous pouvez remarquer, alors qu'il y a quelques années, les produits qui mettaient en avant le végétal, mettaient en avant avaient des discours de santé, hein, on était derrière les 5 fruits et légumes par jour, discours de santé, hein, les fibres, les vitamines, tout ce qui est bon pour la santé, le végétal. Aujourd'hui, on est véritablement dans un discours de plaisir. Herta nous dit le bon végétal qui a du goût. Andros nous dit le gourmand et végétal. Et puis même, Danone est arrivé avec sa Danette végétale, la marque plaisir iconique de Danone, et même aller vers le végétal. Voilà. Là aussi, bon, ça reste surprenant. Il y a peut-être un marché, je n'en sais rien, pour Danone qui a aussi Alpro dans son giron. Donc voilà, avec des spécialistes du végétal. Mais enfin voilà, des grandes marques qui aujourd'hui arrivent sur le végétal, mais pas avec un discours plaisir, parce que les flexitariens, le gros du marché, on n'est pas à 0,7% ou à 3%, on est à 40% de flexitariens. C'est là où est le volume. Et ces gens-là, il faut leur parler plaisir et pas forcément uniquement santé et écologie. La proximité, évidemment, on a vu tout à l'heure que c'était la première revendication du consommateur en matière de réassurance, le local. Donc aujourd'hui, bon, on est même dans l'ultra-localisation, puis avec ce yaourt né d'une seule ferme, vous voyez, quand on va très très loin, mais toutes les marques aujourd'hui essayent de montrer en tout cas l'origine locale des ingrédients. Certaines, on va le dire, trichent en mettant un beau petit drapeau français parce que le produit a été fabriqué en France, mais avec des ingrédients qui viennent d'ailleurs. Bon, on
faire ce qu'on veut. Ce qui est important, c'est de savoir expliquer aux consommateurs, et quand on a quand on peut avoir une valeur ajoutée de sourcing local, je pense qu'effectivement c'est intéressant de le signaler, puisque c'est une vraie revendication, une vraie attente du consommateur. C'est un atout à avoir quand on peut le faire. Alors, on ne peut pas parler de végétal sans parler des substituts de cette nouvelle génération, enfin cette nouvelle qui existe depuis quelques années déjà, hein, mais de génération de produits qui aujourd'hui ne sont plus seulement le fait de petites startups dans leur coin. Déjà, les startups, la première qui avait lancé ça, c'est Beyond Meat, c'est il y a plus de 10 ans aux États-Unis, qui aujourd'hui est valorisé des millions de dollars et qui fait du chiffre d'affaires partout dans le monde, qui a une stratégie mondiale, puisqu'ils ils sont nés en Amérique du Nord, ils ont maintenant distribué en Amérique latine, ils ont fait des gros lancements il y a 2 ans en Asie. Moi, j'étais au Ciel Shanghai au moment du lancement sur le Ciel Shanghai de leurs produits. C'était vraiment un énorme lancement. Et puis, bon, ils sont en Europe également. Ils ont été référencés. Ils sont aujourd'hui référencés chez Carrefour et dans le groupe Casino depuis l'année dernière. Beyond Meat, c'est des substituts complètement de viande. Alors c'est bluffant pour ceux qui ne l'ont pas goûté. Moi, j'ai eu la chance de goûter, enfin la chance de tester. Ça a l'odeur, ça a le goût, ça a la couleur de la viande, mais il y a rien de viande dedans, quoi. Donc, évidemment, pour arriver à ce miracle-là, ben, c'est ultra transformé, hein, c'est l'inconvénient de ce type de produit. Mais en tout cas, les premiers pour avoir interrogé certains distributeurs sur ce type de produit, c'est une bonne surprise. Mais c'est une bonne surprise pour vraiment les véganes végétariens. Ça reste à des volumes qui sont quand même, parce que le produit en plus est très cher, ça reste sur des volumes. Mais en tout cas, ça n'a pas été un échec total. Voilà, on peut le dire comme ça. Ce qui est intéressant de voir dans les photos que vous avez ici, c'est que c'est au-delà de le Beyond Mince, là, ou Beyond Meat, là, donc cette start-up qui aujourd'hui est mondiale. Mais les autres sont des grands groupes. C'est Garden Gourmet, c'est Nestlé. Voilà, c'est le groupe Nestlé. Une escalope végétale d'imitation poulet. Le sensationnel Vuna, bah, c'est testé actuellement en Suisse par Nestlé également. Hein, c'est toujours la marque Garden Gourmet. C'est du thon, du faux thon. Ça a l'apparence du thon, ça a le goût du thon. J'ai goûté le produit. Disons que j'étais un peu moins bluffé que le Beyond Meat. Mais bon, c'est titre personnel. Mais voilà, quand on aime le thon, on mange du thon. Et puis Nurich, c'est le nouveau produit de Groupe Bell. Groupe Bell, qui est de fromage. Aujourd'hui, il y a un marché qui se développe. Il y a beaucoup de petites entreprises, de start-up qui se créent sur des fromages, comme ils disent, mais certaines qui ont été avec des discours très militants, sauvons la planète et ne mangeons pas de source animale, et d'autres qui arrivent, et c'est plus intéressant, qui arrivent comme une alternative, mais disons des produits qui auront leur place sur le plateau de fromage aux côtés de fromages d'origine animale, qui se positionnent comme une alternative et non pas comme le grand remplacement en quelque sorte. En tout cas, voilà, ces produits-là arrivent et ils sont en rayon. Voilà, donc on n'est plus dans le futur, et c'est les grandes marques justement, c'est plus l'œuvre de petites startups inoffensives avec un chiffre d'affaires peut-être pour dans 10 ou dans 15 ans. C'est vraiment des grandes marques qui vont sur ces pistes-là. Alors le Clean Label, oui évidemment, le Clean Eating, ça s'intensifie. On l'a vu tout à l'heure avec les ingrédients, des produits sans additifs, sans ingrédients, sans colorants, et donc surtout les additifs controversés, on les connaît. Hein, il y a 5 ou 6 ans, hein, tous les grands nous disaient c'est impossible de faire du jambon sans nitrite parce que ça c'est l'œuvre de petits faiseurs norvégiens babacool. Bon, aujourd'hui, le sans nitrite, il est partout, même à marque distributeur. Même si le jambon sans nitrite, il est moins rose et s'il se conserve moins longtemps. Eh bien aujourd'hui, voilà, c'était impossible il y a 5 ans. Aujourd'hui, c'est des parts de marché. Donc il faut être très très lucide là-dessus. Aujourd'hui, il y a une vraie attention du consommateur aux ingrédients notamment aux additifs controversés. Et comme on le disait tout à l'heure également, aux ingrédients que le consommateur ne comprend pas. Nouveau, sans doute lié à la crise Covid, c'est la prise en compte que l'alimentation, elle peut protéger le corps,
Et donc, peut-être que les promesses, que les fonctionnalités qui existaient déjà, mais qui étaient assez marginales en Asie, ou de manière très marginale en complément alimentaire, etc., où l'alimentation peut avoir un effet protecteur pour le corps. Et notamment, on voit arriver des produits qui mettent en avant des propriétés antivirales. C'est assez opportuniste, hein, mais on a vu par exemple qu'en DPH, en droguerie, parfumerie, hygiène, tous les désodorisants et tout ça, maintenant mettaient en avant, tuent 90% des virus. Voilà, donc on sait pourquoi on le dit maintenant. Voilà, donc il y a une attention à ça, et si l'alimentation peut aider à rendre le corps plus résistant face aux attaques, notamment virales, c'est intéressant. Et là, je parlerai notamment notamment le discours actuel de Bleu Blanqueur, où des études montrent qu'une bonne alimentation en acides gras polyinsaturés, en oméga 3 pour faire simple, qui est accessible dans l'alimentation du quotidien, hein, du lait qui est fait avec des vaches qui ont mangé de la graine de lin ou de la bonne herbe de printemps, etc., est riche en oméga 3. Les boîtes de sardines, les sardines à l'huile, c'est très riche en oméga 3, etc. Eh bien, les études cliniques montrent que ces consommateurs qui ont une alimentation régulière et riche en oméga 3 ont une résistance, notamment par rapport aux inflammations liées au Covid, beaucoup plus importante. Donc, il y a là peut-être une idée de réponse aux consommateurs, donc d'innovation, qui peut être intéressante. Voilà, j'en ai terminé. C'était court, raccourci par rapport à tout ce qu'on aurait pu dire, mais je dirais peut-être en conclusion que ouais, il y a toutes ces tendances, qu'elles soient fortes ou qu'elles sont émergentes, il y a à mon avis, et là c'est à titre personnel, c'est mon avis, les signaux faibles qu'il faut prendre en compte. C'est notamment ce qu'on disait sur l'information consommateur, où on passe d'un marketing de la promesse, demain ça sera un marketing de la preuve. Donc il faut en tenir compte. Ça veut dire que si vous n'avez pas envie de dire que les conditions bien-être animal sont pas forcément très bon, on n'a pas envie de s'exprimer là-dessus, ben, d'autres s'exprimeront pour vous là-dessus demain. Donc il faut en tenir compte. Que demain l'alimentation peut être protectrice, hein, on vient de le voir, face aux risques sanitaires, et notamment face à cette crise Covid qui change les esprits, qui a tout changé, qui n'est pas terminée. Je pense que là, il y a effectivement des pistes importantes de développement pour l'alimentation du futur. Et puis peut-être cette autre idée qui est intéressante c'est ce changement de paradigme. On disait que l'industrie alimentaire, le côté industriel de l'alimentaire peut être demain un gage de sécurité pour le consommateur. Voilà, j'en ai terminé. Alors, une petite dernière slide d'autopub pour vous dire que le baromètre mondial de l'innovation, il est commercialisé donc par Protein XTC. Hein, tu vas nous le demander. Il est disponible en l'état dès maintenant, puisqu'il vient d'être terminé. Et également, la plupart du temps, nous présentons à nos clients pour leur marché, pour leur catégorie, avec une phase de recommandation et liée à tout cela. Et ça, il faut simplement nous consulter. Voilà, j'en ai terminé. Donc, Merci beaucoup, j'espère que je n'ai Xavier. pas trop dépassé le timing, mais je reste disponible pour certaines questions s'il y en a. On vous a laissé continuer parce que c'était très intéressant et parce que c'était aussi très clair. Donc, il n'y a pas énormément de questions. Je vais quand même vous les adresser. Comme vous le voyez dans le chat, vous avez plein de remerciements des gens qui doivent filer.